Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Alexandre Mars, je suis un entrepreneur et les copains de Madines, David, Étienne et Louis, que je remercie, m'ont demandé de venir parler d'un sujet que j'aurais pu avoir au baccalauréat en philosophie. Le sujet, c'est est-ce que ça paye vraiment de faire le bien? Alors, je vous préviens, en philo, j'étais très mauvais. Et au bac, j'ai pas été très bon non plus, puisque je l'ai redoublé. Donc j'espère pouvoir apporter un peu d'intelligence sur ce sujet, qui est un sujet majeur. Je vais le définir, ce sujet, en partant d'abord d'un sujet sur la finance. Il y a quelques mois de ça, je pense que vous avez lu comme moi, dans les news, quelque chose qui, moi, m'a choqué. L'État du Texas a décidé d'interdire dans tous ses fonds d'investir dans des entreprises de la finance qui faisaient la promotion de l'ESG. Est-ce que ça vous choque, ça, vous? Ça vous choque ou pas? J'espère ne pas être le seul choqué. Alors, c'est l'État du Texas. On ne peut pas dire que c'est l'État qui voit la progression sociale comme nous. Il n'empêche. C'est choquant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans de ça, ça ne nous aurait peut-être pas choqué. Il y a 10 ans de ça, la finance et la responsabilité étaient deux termes qui n'allaient pas ensemble. Moi, j'ai grandi dans un monde où finance responsable, c'était un oxymore. C'est-à-dire deux mots qui ne pouvaient pas aller ensemble. Et bien aujourd'hui, on essaye de faire les choses différemment. J'ai créé, je dirige un fonds d'investissement responsable qui s'appelle Bliss. Et on essaye de démontrer que c'est faisable, qu'on peut mettre ces deux termes ensemble. Comment on le fait? Alors, on parle d'alignement ici, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, toute personne qui travaille chez Bliss redonne 20% de son carry, 20% de son bonus. Il va donner 5% de son temps. C'est-à-dire plus d'une journée par mois va être offerte à des causes sociales. Et qu'est-ce que ça donne réellement dans le concret? Vous connaissez tous certainement l'association Les Déterminés. C'est le cas, je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de les regarder sur les réseaux sociaux. C'est une organisation dirigée par Moussa Camara qui promeut l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires. Et on est tous d'accord que l'entrepreneuriat n'est pas uniquement un fait pour les jeunes qui sortent des grandes écoles, mais l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que vous êtes tous ici certainement, c'est protéiforme. Donc n'importe qui peut développer une entreprise. Et donc les équipes de Bliss vont passer du temps sur des sujets importants pour l'entrepreneur, sur les pitchs, sur la partie financière, sur tous les sujets qui sont importants. Ça, c'est un type d'alignement, parce qu'on ne peut pas uniquement demander à des entrepreneurs d'être alignés sur ces sujets-là si nous-mêmes, en tant que société de gestion, nous ne le sommes pas. Si on continue sur l'investissement responsable, c'est aussi le type d'entreprise que nous allons soutenir. Et ce type d'entreprise va être porté évidemment par des entrepreneurs. Et là également, Bliss, quand il y a un investissement qui est fait, va demander à ces entrepreneurs des clauses obligatoires. Ces clauses sont assez nombreuses, je vais vous en citer quelques-unes. Tout d'abord, la première clause, c'est une évaluation ESG qui doit avoir lieu entre 12 et 18 mois, ou plutôt tous les 12 à 18 mois, pour voir quelle est l'évolution de l'entreprise par rapport à des critères qui sont essentiels. Ces sujets-là doivent être portés au board, doivent être portés au conseil d'administration. Ce n'est pas un sujet, une fois de temps en temps, qu'on va aborder à la fin d'un conseil d'administration en disant « Tiens, j'ai un peu de temps, on doit parler de ces sujets-là ». Tous ces sujets d'ESG, tous ces sujets de diversité et d'inclusion, ces sujets essentiels. C'est 2 fois par an et ce n'est pas négligeable, et ce n'est pas discutable. On continue dans des clauses obligatoires, dans les clauses de financement, qui sont au niveau des recrutements. J'évoquais juste avant tout ce qui était autour de la diversité et de l'inclusion. Je sais qu'un peu plus tôt, ce matin, Thierry Jadot parlait de ces sujets-là également. Nous sommes dans une position où nous demandons que pour tout recrutement de personnes dans les comités de direction, dans les personnes de direction, vous puissiez avoir des gens qui représentent des diversités ou qui représentent des populations qui ne sont pas suffisamment mis en avant dans ces entreprises. Et puis, on a les sujets d'environnement. Là aussi,
nous allons accompagner toutes ces entreprises pour avoir une trajectoire net zéro. Vous en avez entendu beaucoup parler aujourd'hui, et là aussi, c'est des sujets importants. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va développer chez Bliss. Alors, est-ce que tout ça fonctionne? Est-ce que quand on apporte ces sujets-là au niveau de ces investissements, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la réponse est oui. Ça fonctionne parce que les entrepreneurs d'aujourd'hui ont certainement plus envie d'avoir ce type de discussion-là avec leurs investisseurs qu'uniquement des discussions sur le CAC, sur le AOV ou sur le LTV. Même si c'est des sujets non négligeables, mais ça ne peut pas être que ces discussions-là que vous allez avoir avec vos investisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons la chance de travailler avec des entrepreneurs exceptionnels qui vont, en effet, choisir certainement Bliss par rapport à d'autres fonds. Et quand on parle, et si on revient sur la question de départ, est-ce que ça paie vraiment de faire le bien? Dans un monde de la finance, payer vraiment, c'est-à-dire d'avoir des meilleurs taux de retour que d'autres. Soyons très concrets. Chez Bliss, depuis 7 ans que Bliss existe, il y a à peu près 1,5 milliard sous gestion et Bliss a plus de 30% de TRI, de taux de rendement annuel moyen. Ce qui veut dire que Bliss va surperformer ou va performer beaucoup plus que n'importe quel autre fonds parce que nous sommes alignés. Alignés avec le monde d'aujourd'hui, alignés avec les entrepreneurs et alignés avec nos équipes. Ça, c'est sur la finance responsable. On arrive à démontrer que cette finance-là peut être responsable. Si on continue dans d'autres activités, l'industrie. L'industrie, je vais vous faire participer, je sais qu'il est un peu tôt et qu'il fait froid, donc on va un peu se chauffer tous. Est-ce que vous pouvez juste lever la main si vous avez récemment utilisé les applications, les services de Yuka? Yuka, un peu. Too Good To Go? Est-ce que quelqu'un d'entre vous? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Quelques-uns? Et donc, ça ne m'étonne pas d'avoir une salle qui est aussi alignée avec ces marques-là. Eh ben, ça montre que ces entreprises-là, elles ont en fait un succès parce que c'est ce que nous voulons, nous, en tant que consommatrices, en tant que consommateurs. De nouveau, il y a 10 ans de ça, certainement ces entreprises-là n'auraient pas fonctionné, n'auraient pas répondu forcément à nos besoins. Aujourd'hui, quand on a le choix entre un produit A et un produit B, on va forcément aller sur ce produit B. Alors évidemment, il y a encore des produits, ou il y a encore des entreprises soit un petit peu égoïstes comme Apple, soit un petit peu cyniques comme Uber, qui continuent à être encore numéro 1 de leur secteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore d'offre qui est vraiment valable en face de ça. Et donc, on va continuer à acheter un Apple, alors qu'on sait qu'ils ont encore beaucoup de mal à payer leurs impôts, qu'ils ne traitent pas forcément très bien leurs sous-traitants, et on les achète quand même. Parce qu'on n'est pas parfait. Parce que nous sommes humains. Et c'est ça la beauté d'être humain, c'est qu'on a nos failles et notre égoïsme. Il n'empêche, quand vous avez à choisir un lait, et bien là, l'égoïsme, il peut disparaître, parce que le goût d'un lait A est le même goût d'un lait B. Et c'est l'histoire de C'est qui le patron? C'est qui le patron? Si on prend l'histoire de cette magnifique entreprise, les deux cofondateurs de C'est qui le patron se sont rendus compte un jour que la population qui a le plus taux de suicide au monde, c'était les agriculteurs, en particulier les agriculteurs laitiers. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme ils ne paient pas assez, qu'ils ne sont pas payés assez pour leur production, ils n'ont aucun jour de repos par an. 0. 7 jours sur 7, toute l'année. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un qui va le dimanche ou le week-end ou une semaine de vacances pouvoir aller traire les vaches parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer. Et ces entrepreneurs ont compris ce besoin-là et ont décidé, et vous les voyez certainement vus, de faire payer le même prix la bouteille de lait, sauf qu'une partie de cette bouteille de lait, de ses marges, part aux producteurs. Et bien, ça a changé complètement le monde pour ces producteurs laitiers. C'est qui le patron, vous le savez certainement, est devenu la marque numéro 1 de lait vendu en France, en 5 ans. Et ils l'ont fait sans aucun budget marketing, 0 budget marketing. Donc pour les marketeurs et les archanges de com qui sont dans la salle, c'est faisable de se passer de vous. Et pourquoi? Parce qu'ils sont reposés sur les gens. Un truc tout simple. Hein. Ils ont dit, si on est aligné, vous allez faire une chose. Vous allez aller voir votre Franprix, votre Lidl, votre Monoprix, et vous allez demander à parler avec
le responsable des produits frais. Et donc, c'est des gens comme nous qui sont allés voir les responsables des produits frais en leur disant une chose assez simple. Ce produit-là, c'est un produit qui est aligné avec ce que je crois. Ce serait bien que vous l'ayez sur vos étagères. Et ben, de vos rayons, excusez-moi. Et donc, ils ont accepté, un par un. Aujourd'hui, c'est partout en France, et c'est le produit numéro 1. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est qui le patron n'a pas que le lait, mais a aussi bien du vin, du jus de pomme, du beurre, des pâtes. En fait, c'est infini. Pour nous, ce succès représente certainement une évolution importante de la société. Et ça montre, encore une fois, pour revenir sur ce sujet quasiment philosophique du démarrage, oui, ça paie vraiment de faire le bien. L'image de départ, c'était comment des gens qui passent leur vie à nous faire manger correctement peuvent juste avoir une semaine de vacances, peuvent juste avoir le dimanche de libre. Ça nous paraît tous logique. Et il y a des gens qui ont réfléchi à ça et qui en ont fait une entreprise. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Je prends l'exemple de Too Good To Go. Too Good To Go, je suis ravi d'en parler également ici. Il faut que je vous dise aussi que Bliss est un investisseur chez Too Good To Go, donc je suis peut-être un peu biaisé. Il n'empêche. J'en parle parce que là aussi, c'est un exemple parfait d'alignement. C'est une entreprise jeune, dirigée par une femme, qui est une B Corp et qui définit son succès pas avec son revenu, mais par ce nombre de repas sauvés. Moi, quand je les rencontre la première fois, et sa cofondatrice Lucie Bache, que vous connaissez certainement, une femme exceptionnelle, elle ne me parle pas en disant « on fait 10 millions de revenus » ou 20 millions de revenus. Elle me dit « nous avons sauvé 10 millions de repas ». C'est intéressant dans le monde d'aujourd'hui de voir que la finalité est bien cette finalité-là, pas uniquement une finalité financière. Il fait que cette entreprise-là, aujourd'hui, fait plus de 100 millions de revenus. 100 millions de revenus. En travaillant sur un principe qui est comment on va réussir à sauver des repas. Et vous connaissez certainement le modèle de Too Good To Go, donc je ne vais pas le répéter ici, mais ça fonctionne. Et ça atteint la rentabilité. De nouveau, est-ce que ça paie de faire le bien? Si on considère que le bien peut être au niveau des réductions de gaspillage alimentaire, la réponse est oui. Sur la partie de l'industrie, on peut, je vous en suis sûr ici, que certains entrepreneurs... D'ailleurs, est-ce que vous pouvez juste lever la main, ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui vont se lancer demain ou après-demain? Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a certains qui hésitent encore, je vois que est-ce que je vais lancer mais en tout cas, ça prouve que, et je suis sûr que certains d'entre vous ont aussi mis dans leur modèle économique cette vision du bien social. Je continue, justement pour les entrepreneurs, je dirige une autre entreprise qui s'appelle EPIC, qui est une organisation humanitaire internationale, et l'objectif c'est de changer la trajectoire des plus démunis, des jeunes qui ont des grandes difficultés, et puis aussi de protéger notre planète à travers tout ce qui tourne de l'environnement. Pourquoi je vous parle d'EPIC? Parce que le monde dans lequel nous sommes fait que de plus en plus de nos employés, nos collaboratrices, nos collaborateurs recherchent ça dans leur entreprise. De quelle manière on va trouver un alignement entre ce que nous faisons et ce que nous disons. Et EPIC travaille avec beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et grandes, pour justement apporter ces solutions-là, pour avoir justement un alignement plus fort. Avec les entrepreneurs, nous avons lancé quelque chose qui s'appelle le EPIC Pledge. Qu'est-ce que c'est? C'est globalement les entrepreneurs qui disent « j'espère réussir un jour, et quand j'aurai réussi, je m'engage aujourd'hui à donner une petite partie de ces réussites futures. » Donc en gros, on a une moyenne de pledge, de promesses, de 3%. C'est-à-dire que voilà, les entrepreneurs disent « quoi que je fasse demain, je m'engage aujourd'hui à donner 3% de ce que j'ai à des causes sociales. » On a des centaines d'entrepreneurs qui le font. Et là aussi, pourquoi on a du succès, on peut avoir sa paix de faire le bien? Je vous prends l'exemple de Guillaume Lacroix, qui est le fondateur, président de Brut. Je suis sûr que vous regardez souvent Brut, qui a signé ce pledge et qui me disait « c'est intéressant parce que quand je suis en recrutement aujourd'hui, une partie des gens, quand je les interviewe, vous savez bien qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était plutôt top-down, donc c'était plutôt la personne qui interviewait, qui posait les questions.
dans le monde d'aujourd'hui, c'est souvent les personnes qui sont interviewées qui posent des questions, et ça arrive de plus en plus souvent avec différentes générations. Et donc, il me disait, Guillaume, souvent les jeunes que j'interviewe me posent cette question-là, me disent « Et toi, Guillaume, ok, tu diriges cette entreprise qui est une bicorp, qui s'appelle Brut, qui répond différemment aux médias d'aujourd'hui, il n'empêche, qu'est-ce que tu fais toi ?» Et Guillaume me disait « Eh bien, souvent, quand je leur dis ça, les gens disent « Ça y est, tu es aligné, toi aussi, tu as décidé de partager ton futur succès avec en fait, les communautés. » Donc ça aussi, ça paie au petit niveau d'un entrepreneur, au grand niveau d'une entreprise, quand vous êtes aligné. Je termine parce que David, qui nous m'a invité aujourd'hui, me demandait de parler des Jeux Olympiques également. Et pour vous montrer qu'il y a aussi un élément même dans ces sujets-là. Je suis administrateur et ambassadeur des Jeux de Paris 2024, des Jeux Olympiques. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'ai rejoint les Jeux Olympiques il y a 6 ans de ça, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, il ne faut pas oublier évidemment ces sujets des Paralympiques, on a travaillé avec les équipes pour trouver des solutions et qu'on arrive à faire que le sport puisse être un facteur d'inclusion. Vous le savez, le sport est forcément un facteur d'inclusion, mais on a travaillé sur beaucoup d'idées, de propositions. Et à l'époque, nous étions en face de Los Angeles, si vous vous souvenez peut-être, en 2016. En face de nous, on avait l'ogre américain qui était quand même assez fort. Et on s'est dit comment on va pouvoir également, en plus de cette magnifique ville qui est la ville de Paris, et réussir à être un peu différenciant. Et on a travaillé sur tout un tas d'offres qui démontraient que, oui, en effet, le partage, oui, en effet, cette vision solidaire sera aussi portée par les Jeux Olympiques. Et ça aussi, est-ce que ça peut faire le bien? Est-ce qu'on peut avoir du succès? Oui, les deux sont aussi extrêmement liés. Et vous le savez, en 2017, nous avons gagné à Paris les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et il y a 2 semaines de ça, nous avons annoncé un programme qu'on avait proposé au CEO, qu'on avait évoqué au CEO il y a 7 ans de ça, qui sont des tribunes solidaires. Est-ce que vous connaissez les cafés suspendus à Paris? Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent ces cafés suspendus? Cafés suspendus, vous le savez peut-être, quand vous allez chez certains cafetiers ou certains bistrots, vous buvez votre café et vous laissez le même prix de votre café pour que quelqu'un qui puisse rentrer dans le café, qui n'a pas les moyens, mais qui a envie de boire un café chaud, puisse avoir un café chaud gratuit. Donc ce qu'on appelle les cafés suspendus. Dans certains restaurants, il y a les repas suspendus. Eh bien, avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous avons lancé les tickets suspendus, qui s'appellent les tribunes solidaires. À partir du 15 février, je vous engage évidemment à acheter des billets, qui à partir du 15 février, on pourra acheter des billets, et vous allez voir que vous allez avoir des tribunes solidaires, vous allez pouvoir ajouter, pas le prix de votre billet, mais 2 € sur votre panier, pour que des gens qui ne sont pas forcément, et qui n'ont certainement pas les moyens de venir, mais qui ont une envie d'aller dans les stades, puissent y aller. Et donc là aussi, quand on parle d'alignement, c'est faisable. On parle de 13 millions de billets. Ça n'a jamais été fait à ce niveau-là. Jamais été fait. Alors ça a été un petit peu complexe de le mettre en place, mais on l'a fait, alors que personne d'autre n'a pu le faire au préalable. Et là aussi, pour répondre à la question de moins en moins philosophique de départ, oui, ça paie de faire le bien. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, que ce soit sur la finance, c'est faisable. On peut démontrer que la finance responsable existe. Sur la partie industrie, pour toute entreprise aujourd'hui, oui, on peut trouver quelque chose qui puisse démontrer qu'on a une raison de faire tout ça. Et puis, je terminerai, et là, c'est une question pour vous tous. On posait, et j'essaie d'avoir répondu, j'espère avoir répondu correctement à cette question, et d'avoir eu plus que, à mon avis, j'ai eu 4 ou 5 au bac, donc j'espère que si vous devez me noter, j'aurai un peu plus que peut-être la moyenne. Mais la question qui est la plus importante, c'est est-ce que forcément il faut que ça paie pour faire le bien? Je vous remercie beaucoup.